intérêt à faire de l'éducation thérapeutique. Autrement dit, si l'on prend un raccourci, elle est directement concernée par l'observance des soins. Si plus de rechute, ou presque plus, eh bien, il y aurait un transfert des coûts considérable, vous le verrez, vers d'autres activités, la réinsertion par exemple, dont on nous parle sans arrêt et qui n'arrive pas assez chez nos patients souffrant de schizophrénie, en particulier aux troubles bipolaires sévères ou d'autres troubles psychiatriques sévères, alors que les moyens d'y accéder sont présents, notamment en France, à travers notre maillage, à travers le secteur et à travers un certain nombre de structures associatives qui proposent des choses que l'on ne propose pas tout à fait ailleurs, à part peut-être en Allemagne, qui fait mieux que nous, avec 2 fois moins de psychiatres, je tiens à le préciser, si on devait se disputer après. Amélioration du rendement du système écologique, puisque plus de rechute, tout le monde va mieux, n'est-ce pas? Les hôpitaux se vident un peu, on gagne de la place, on gagne des travailleurs, et notre système écologique est meilleur, avec une meilleure survie de l'espèce. Donc vous voyez, le rôle de l'éducation thérapeutique n'est pas nul, loin de là. Et je ne parlerai pas de psychoéducation, puisque c'est déjà stigmatisé que de dire on va faire de l'éducation thérapeutique pour les patients psychiatriques, mais ça s'appellera psychoéducation. Pourquoi? Alors que c'est la même chose ailleurs, on en parlera. À quoi sert l'alliance? Puisque c'est le 2e thème, eh bien, à l'améliorer l'observance. Et c'est tout. Bien sûr, il y a l'utilité de l'amour, on en a parlé, de l'altruisme, du bien-être individuel. Les comportements altruistes favorisent le bien-être individuel, donc c'est un peu égoïste que d'être altruiste. Dans le fond, donc, n'hésitons pas à utiliser, chacun d'entre nous, les soignants qui se consacreront aux patients, à cette dimension. Nous avons créé avec David Mizrahi une échelle d'alliance thérapeutique. Cette dimension de questionnaire dans l'alliance était essentiellement utilisée en psychothérapie, en particulier dans les psychothérapies dites psychodynamiques, en particulier dans le monde anglo-saxon, qui les ont créées. C'était donc des échelles où on mesurait aussi le transfert. Mais on l'appellera pas transfert, on l'appellera pas échelle de questionnaire d'alliance, on l'appelle échelle d'alliance thérapeutique, très simple. Elle est utilisable, mais évidemment, si vous la donnez à votre patient, soit il vous déteste et il vous la jettera à la figure, soit il vous aime et il écrira que des choses gentilles. Mais en gros, ça peut être utilisé par ailleurs et sur un groupe de patients de façon anonymisée pour s'auto-juger sur ses compétences propres. Et dans notre instrument, les 2 facteurs a priori que nous pensions devoir définir se sont extraits correctement dans l'analyse factorielle, c'est-à-dire l'un, c'est dans le fond l'empathie ressentie par le clinicien, la dimension d'amour en quelque sorte, et l'autre, la qualité technique de l'information donnée. Autrement dit, est-ce qu'on aime son malade suffisamment? Est-ce que ce malade nous aime suffisamment? Et d'autre part, est-ce qu'on est assez compétent à ses yeux? Est-ce que nous le sommes assez? Alors, alliance et observance dans l'éducation thérapeutique, c'est essentiellement pour l'observance et donc pour diminuer leur chute. Donc un exercice de prospective serait de savoir comment on pourrait atteindre une telle observance, une telle adhérence aux soins, que l'on finirait avec les fausses croyances, et on va en voir quelques-unes, qu'on améliorerait la formation, il faudra en finir avec le stigma, vaste programme, sauf à considérer que nous sommes tous malades, ce qui permettrait de penser que nous sommes tous pareils. Bien traiter les patients, bien traiter les familles, j'insiste là-dessus. Combien de familles nous disent « Ah, mais tel collègue nous a jamais adressé la parole ». Enfin, je raccourcis là aussi. Bien traiter les médecins, les soignants, faire de la recherche appliquée, au lieu d'essayer de chercher à comprendre comment fonctionne le cerveau. Eh bien, peut-être faire plus de recherche appliquée pour soigner les patients. En tout cas, les médecins doivent s'y exercer. Changer la nature de l'homme, c'est un peu différent, et on en dira un mot si on a le temps. Voilà une étude simple, récente, une centaine de patients, donc pas grand-chose, parue dans une très belle revue dans la schizophrénie, mais sur l'observance. Alors elle montre rien de spécial, je vous la cite ainsi, si ce n'est que par une méthode statistique très moderne, la modélisation structurale, qui permet pas de dire cet événement est relié à celui-ci, mais de dire cet événement est relié à celui-ci dans ce sens-là. Alors que les liens statistiques, par la corrélation, ne montrent que juste la nature du lien, pas le sens du lien, pas la hiérarchie des choses. Eh bien, dans cette étude, on voit simplement que l'alliance et l'insight, la capacité de comprendre qu'on est malade, sont des facteurs essentiels d'observance, en dehors de montrer ce qu'on sait, chacun d'entre nous, normalement,
que l'observance est très mauvaise chez les patients en général et que nous la surestimons largement. Pardon pour les diapositives en anglais, mais enfin, il y a un débat actuel là-dessus. Faut-il faire les cours en anglais à la faculté? Tant pis pour les Européens qui ont voulu choisir l'espéranto. Les idéologues de toute nature ont oublié que, à mon sens, dans les années 50, on aurait dû choisir le latin. Et nos collègues anglo-saxons auraient adoré déclamer sur scène en latin, et tout le monde l'apprenait à l'époque à l'école. Donc ça sera en anglais, mais je vais vous le traduire en même temps. Les patients, évidemment, surestiment, ils nous mentent, comme nos enfants nous mentent, comme nous mentons à nos enfants, nos patients nous mentent. Les cliniciens, vous pourrez me contester pendant la discussion, hein, si vous ne mentez pas vos enfants, vous me l'affirmerez. Les cliniciens, eux, de façon très importante, surestiment la façon dont les patients prennent leur traitement. On va voir les mesures. Les facteurs associés à cette non-observance sont à peu près variables suivant les études, mais commencent à se confirmer. On en parlera des trois majeurs. Et on ne sait pas très bien à partir de quel seuil il faut vraiment insister. Par exemple, si un patient compte 82% de ses médicaments, ça ne va pas forcément le conduire à une rechute, donc ça peut être suffisant, mais on l'ignore. Donc dans le fond, les vacances thérapeutiques, les cures intermittentes, etc. ne sont pas recommandées, tout simplement parce qu'on ignore le seuil. Vous savez que dans l'exemple HIV, qui est un exemple formidable pour la médecine moderne, eh bien on sait que maintenant on peut faire des cures intermittentes. Parce qu'on a des mesures précises de seuil et d'observance, et des mesures précises de la reprise d'activité virale. Mais en psychiatrie, on n'a pas ces mesures aussi objectives, et donc c'est difficile. Mais en tout cas, les études montrent globalement qu'un grand pourcentage de patients ne prennent pas correctement le traitement prescrit. Et donc que cette observance ou compliance en anglais, c'est exactement le même mot, même si certains Français ont voulu trouver dans le terme de compliance quelque chose de plus que l'observance, c'est exactement des synonymes, en langues différentes bien sûr, et qui viennent du vocable religieux, qui veut dire observer les rites, hein, la compliance au rite religieux, l'observance au rite religieux, et observer les rites. Aujourd'hui, on utilise plus volontiers le terme d'adhérence ou d'adhésion, qui est en français, qui est un terme un peu collant. Mais en tout cas, ça veut simplement dire que on a changé un peu de vision médicale. On n'est plus dans la médecine paternaliste où on va faire observer les choses, mais dans une médecine de partenariat, qui n'est pas toujours vrai. Parfois, il faut encourager nos patients comme on le ferait de nos enfants. Alors, l'INSIGHT, je vous l'ai dit, les organisations sont associées essentiellement au comportement de mauvaise observance. Encore une étude, ne lisez pas, bien sûr, c'est pour l'illustrer, encore dans une belle revue. Quelle est, dans cette étude faite avec ce qu'on appelle des MEMS, Medication Electronic System, c'est-à-dire des petits appareils qui, chaque fois qu'ils s'ouvrent, enregistrent l'ouverture et font penser que le patient a pris le traitement à cette heure-là, à ce moment-là. Aujourd'hui, avec la miniaturisation, on a des enregistrements très longs et on a une capacité à évaluer bien mieux l'observance que par les moyens classiques qui sont ce que rapportent les patients, soit sur des échelles ou par leurs paroles, ou ce que disent les médecins ou les soignants, ce que soit sur des échelles ou par leurs paroles. Et bien dans cette étude assez récente, 2011, assez simple, mais faite avec ces moyens automatisés de mesure, comparée aux déclarations des patients et aux déclarations des médecins, ben on voit que la petite appareil automatique, alors malgré le biais d'insu, c'est-à-dire que le patient sait forcément ce qui se passe, montre que 40% des traitements sont pris quand le clinicien, le patient, disent, eux, qu'ils en ont pris que 93%. Donc vous voyez que tout le monde se ment, soit à soi-même, soit à l'autre. Et la croyance, la fausse croyance de la prise du traitement correct par le médecin est une chose donnée classique. Et le retour à l'hôpital est le plus souvent, dans près de 80% des cas, dû à un arrêt ou à une observance bien incomplète. Alors grâce à ces petits appareils que je vais vous montrer en photo, on a pu découper le phénomène d'observance d'une façon assez précise, dans une taxonomie, une description classificatoire précise. Eh bien, lorsqu'on prescrit un médicament, quel qu'il soit, et vous le savez pour en avoir peut-être pris, je ne parle pas de psychotropes forcément, eh bien, il y a une ordonnance qui est faite. Entre le temps où elle est faite et le temps où on commence le traitement, il y a une phase dite d'acceptance. On peut courir à la pharmacie le chercher.
ou alors continuer à avoir mal à la gorge pendant 2 jours avant d'aller ou d'envoyer quelqu'un chercher ses antibiotiques. Et puis il y a l'exécution du travail de prise médicamenteuse, et puis la phase de discontinuation, qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins bien faite, qui peut être abrupte suivant la prescription qui est faite. Cette phase d'exécution et la persistance à suivre, à être son traitement, à être bien ordonné, à suivre ce qui nous a été recommandé. Et cette qualité d'exécution, eh bien, et durant cette persistance, comment fait-on? Tout cela, l'acceptance, la discontinuation, le moment de la prescription, la persistance et la qualité de l'exécution représentent l'adhérence ou l'observance, si on veut l'appeler plus à l'ancienne. C'est parmi tous les moyens de mesure actuels, comme décrit par Osterberg dans une revue parue dans le New England Journal of Medicine, qui est la plus belle revue pour ceux qui veulent publier en médecine, la plus belle revue avec le facteur d'impact le plus important. Eh bien, ils ont tout de même publié une simple revue de littérature sur ce phénomène, d'où l'importance tout de même, en termes de santé publique, en termes de santé individuelle, du phénomène d'observance soumis à l'éducation thérapeutique que nous donnons à nos patients. Eh bien, il rapporte évidemment que le meilleur moyen de mesure, c'est ces petits moyens de piluliers électroniques qui sont précis, qui quantifient les choses et qui permettent de suivre la façon dont on prend ces traitements, mais en revanche, ils sont chers, moins chers maintenant avec l'automatisation et les procédures, mais peut-être déjà démodés, nous le verrons. Et il demande à ce que le patient revienne, mais alors ça peut être tous les 15 jours, tous les mois, puisque les mémoires maintenant sont bien plus miniatures et les enregistrements de données sont plus importants. Ça ressemble à cela, et nous avons fini cette année un PHRC, un programme hospitalier de recherche clinique, assez ambitieux d'ailleurs, mais nos ambitions se heurtaient au dur mur de la réalité, donc ça restera une très très belle étude, je pense, si on arrive à la publier, enfin elle devrait être publiée, mais si on arrive à l'écrire. Et nous avons utilisé ce petit appareil, vous voyez, c'est comme un pilulier, le patient part avec. Et on y met le traitement principal, et puis on pose le machin sur la petite base, là, le lecteur, et puis tout ça part dans l'ordinateur, et ça permet de donner ce genre de profil. Ça, c'est le patient parfait, celui qui n'existe pas, qui le dimanche, c'est 0, c'est bien ça, oui, le dimanche, c'est 0, comme les autres jours, prend son traitement correctement. Ça, c'est un patient qui serait presque parfait lui aussi, puisqu'il se lève un peu plus tard le samedi et le dimanche, et il prend son traitement après sa grasse matinée. Ce qui n'est pas toujours possible dans les traitements, évidemment, chronobiologiques, où il faut les prendre à l'heure. Mais il y en a peu. Ça, c'est un patient qui serait, disons, un patient désorganisé, qui va s'octroyer une vacance thérapeutique, vous le voyez, en répétant la prise le même jour 2 fois, sans s'en rendre compte, avec le risque de toxicité éventuelle, etc. Alors évidemment, ça peut être un sujet âgé, juste avant qu'on l'hospitalise et qui s'est trompé dans ses médicaments. Ça peut être un patient désorganisé chez lui. Et donc, ce n'est quand même pas des cas de figure les plus fréquents. Les plus fréquents, c'est sans doute celui-ci, celui qui ne persiste pas, qui va atténuer ses efforts, à qui on va oublier de rappeler de bien prendre son traitement. Le rappeler, c'est l'aider à le prendre. Et qui va l'interrompre et qui reviendra nous voir, soit suffisamment mal pour qu'on l'hospitalise, soit insuffisamment mal pour qu'on ne l'hospitalise pas, mais qui doivent nous revoir souvent en ambulatoire. Évidemment, ce type de comportement est fréquent, mais aussi à l'intérieur de l'hôpital. Et comme anecdote, je rappellerai, Pierre-Michel Lorca n'est pas là, mais qu'avec Christophe Lançon, ils ont assisté à la rénovation du service du professeur Scotto à Marseille dans les années 80, qui avait encore ces vieux lits d'hôpital, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, en tubes métalliques, très lourds, difficiles à soulever. Et quand ils ont soulevé ces lits, des tubes sont écoulés, des dizaines et des centaines de cachets là,